Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail. Super, merci beaucoup Michel. Alors Françoise, bonjour. Bonjour. Merci de me rejoindre chez Transforma. On va un peu situer le contexte de cet enregistrement. D'abord, on va parler de passion au travail, c'est le thème de ce podcast. On parle des ressources humaines, des passions au travail. Et ici, on va parler d'entrepreneuriat, qui est ton parcours un peu particulier. Alors, je vais situer aux auditeurs et auditrices comment on s'est connus. En fait, tu étais l'invité d'un de mes clients, qui est le Love Center, avec Olivier Magérand, qu'on salue, et Raquel Vega. Oui, absolument. Bonjour. Il a fait des podcasts, notamment sur le tantra. C'est pas le sujet de mon podcast à moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a échangé avant, pendant et ensuite, et on a parlé un peu de nos passions, ce qui nous anime et de ton parcours. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire l'expérience d'échanger ça au micro pour nos RH et les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est vaste, et c'est pas forcément faire du business en vendant des trucs. Absolument. C'est aussi l'humain. T'as un côté coach, on en parlera aussi. On va pas trop en dire tout de suite, parce que moi, j'ai un rituel, et j'ai une première question qui est typique et assez classique. Cette question, c'est de ton rêve d'adolescente, Françoise. On fait appel à loin, là. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour? Et est-ce que tu es aligné avec ton rêve? Écoute, je trouve que ta question est déjà très, très émouvante. Elle vient vraiment me toucher terriblement dans le cœur. Mon rêve d'adolescente, je crois que d'abord, j'ai eu une adolescence assez chaotique et donc je ne sais pas très bien si j'ai pu vraiment laisser la place à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Ce qui est certain, j'avais un papa médecin, cardiologue. Et en fait, je pense qu'il m'a vraiment transmis sa passion, l'écoute du cœur, comme je dis toujours. Et il est décédé quand j'étais jeune, très jeune même. Mais je pense que s'il m'a bien laissé une valeur, c'est cette valeur-là. L'écoute, le soin pour l'autre et surtout, une de ces dernières phrases qu'il m'a dites, alors qu'il ne savait pas du tout qu'il allait mourir parce que ça a été subi, c'est qu'en fait, en tant que médecin, il ne comprendra jamais le mystère de l'humain. Donc pour moi, ça a été énorme, en fait. Donc voilà, je pense que de façon très édulcorée, très subtile, il m'a transmis quelque chose. Et mon histoire a fait que j'ai été assez malade quand j'étais petite. J'ai eu plusieurs maladies graves. Et en fait, il s'est démené pour moi. Il s'est démené pour moi pour exactement comprendre ce que j'avais. Je pense qu'il m'a donné la passion pour le vivant, pour la vie, parce que quand même à 3 reprises, j'ai quand même failli passer de l'autre côté. Alors souvent je dis, est-ce que c'est la vie qui me voulait absolument ou bien c'est la mort qui me disait non, tu restes ici parce que tu as quelque chose à faire. Du coup, j'ai pas fait d'études universitaires, j'ai pas suivi son parcours universitaire en tant que médecin, mais il n'y a rien à faire. Peut-être que parce que j'ai vu ma détresse, peut-être que j'ai ressenti beaucoup d'amour de sa part. Voilà, même s'il était très taciturne, s'il parlait pas beaucoup, il a été là. Et donc du coup, moi, quand je vois quelqu'un, quand je vois un humain, quand je rencontre l'humanité dans le cadre de mon travail ou dans n'importe quel endroit public, je suis immédiatement touchée par qu'est-ce que la personne vit, qu'est-ce qu'elle a parcouru, qu'est-ce qu'elle ne sait pas dire qui est coincé dans sa gorge. Parce que trop torturée, il y a quelque chose qui vient me chercher à un endroit, mais c'est terrible. Et c'est tellement terrible à ce niveau-là que je le vois même avec les animaux maintenant. Donc moi, ça prend des proportions. J'avais envie de mettre en avant ton empathie, que j'avais remarqué chez toi. Ça a guidé une volonté de carrière. Tu rêvais de faire un métier en particulier avec ce bagage-là. Ça t'a mené naturellement vers quoi? Oui, un peu de tout. J'ai touché au tourisme, j'ai touché à la gestion commerciale, aux relations publiques. On fraye son chemin parce que la société attend de nous qu'on réussisse, en fait, en gros. Ah oui, complètement. Et puis, malgré tout, j'étais toujours interpellée par tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était alternatif. À tel point que, une petite anecdote, quand je recevais maman pour boire du thé chez moi à la maison, elle me disait « C'est quoi ce thé de secte que tu me fais, quoi ?» J'aime bien le cliché de la secte. Bon, on va pas chanter Hare Krishna, rassurez-vous. Voilà, néanmoins, cette caractéristique de douceur, je voulais aller pas dans des trucs durs, quoi, ex-cathédra, universitaire, où c'est rigide, où on est formé à un espèce de mode de pensée.
Non, moi j'avais besoin d'être vraiment une libre penseuse et d'expérimenter. C'était clairement l'entrepreneuriat immédiatement pour toi. Non, c'est venu progressivement en fait, parce que j'ai travaillé dans un gros bureau d'avocats. Je m'embêtais à mourir là. Un jour, il y a une personne qui est arrivée, peu importe, c'était pas un client, c'était pas un employé, et elle m'a mis un livre en main. Elle m'a mis un livre en main qui parlait de l'amour universel. Et elle me l'a donné, et elle m'a dit « Lis ça, ça va changer ta vie ». Ah oui, ça plutôt, ça a changé ma vie. Et du coup, j'ai laissé tout ce milieu professionnel un peu sur le côté, et j'ai commencé à bouquiner, à parcourir des conférences, des stages, et je me suis dit « Mais ok, j'ai besoin de l'alimentaire, j'ai besoin de manger, effectivement. Payer ses factures. Payer mes factures, je vais faire quelque chose où je me déploie, où j'apprends quelque chose, parce que j'ai toujours besoin d'apprendre quelque chose, sinon je meurs. Et donc, j'ai pu combiner à un moment donné en travaillant mi-temps et puis en me formant, en ne sachant pas où j'allais en fait. Mais c'était une recherche de sens, on peut dire ça? Clairement. Sans burn-out pour autant. Sans burn-out, absolument. À tel point que je me souviens où j'étais complètement perdue quand même, alors que j'avais tout. J'allais me marier, j'habitais un chouette appartement, je travaillais dans ce bureau d'avocat. Mais néanmoins, il y a un vide à l'intérieur de moi qui se faisait de plus en plus profond. Et donc, j'avais été voir mon médecin en disant, écoutez, ça va pas du tout. Il m'a dit, écoutez, vous êtes en dépression. Il me donne des médicaments, des antidépresseurs. Ouf, ouais. Et je prends l'antidépresseur pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, je sais plus. À un moment donné, je me lève un matin et en fait, j'arrive devant la commode où se trouvait l'antidépresseur que je devais prendre et je me suis dit, ah non François, ça tu prends pas. C'est exclu parce que sinon tu vas être complètement déconnecté de toi et c'est over quoi. C'est difficile de faire entendre ça à des gens qui sont là-dedans, tu sais. C'est pas la solution, c'est une béquille à un court moment. Quand t'entends que des gens prennent des antidépresseurs, moi je connais une personne qui prend des antidépresseurs depuis 30 ans. Comment est-ce possible qu'on laisse quelqu'un prendre ça pendant 30 ans? Ça interpelle quand même. C'est très interpellant et oui, bien sûr, j'en rencontre dans ma vie tous Donc les toi, t'as jours. mis ça de côté Ah, complètement. et tu as rebondi comment? Je sais pas, c'est comme s'il y avait une force à l'intérieur de moi qui est venue me chercher. Papa était déjà décédé puisqu'il est mort quand j'avais l'âge de 14 ans et donc, je sais pas, il y a, oui, comme tu dis, une résilience qui était là, qui est venue m'inspirer. Et j'ai dit non, faisons attention à tout, aux signes, mais tout en tant que Gémeaux. J'avais besoin de me nourrir de toutes sortes de paramètres, de choses, de signes. Ah, un oiseau qui passe à gauche, mais pas à droite, pourquoi? Alors après, je psychotais pas non plus trop dans mon cerveau, mais j'étais hyper attentive à tous les signes. Et ça m'a aidé à m'en sortir, voilà, à cheminer en tout cas, et à trouver un peu ma voie tout doucement, en combinant ma vie de famille, professionnelle, payer les factures. On va dire que dans ton cas, c'est la lenteur qui t'a aidé, c'est de prendre le temps de faire les choses. Alors, la lenteur, ça c'est mon moteur. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, avec toute ma patientèle, ce qui revient toujours, c'est « François, chez toi, on découvre la lenteur ». Je suis hyper lente, pas dans le quotidien. Enfin, et encore, j'en sais rien, je fais les choses doucement. Et j'ai constaté qu'en les faisant doucement et en étant vraiment dans la lenteur, j'étais beaucoup plus connectée à moi. Et je suis connectée à moi, je ressens, je peux sentir des énergies qui circulent en moi, la peur, la joie, la tristesse. Que si je vais vite, mais je ne suis pas du tout connectée à moi. En fait, la lenteur, c'est d'abord une première capacité qui est celle de s'écouter soi. Complètement. On va quand même parler de tes premiers pas dans la voie qui te guide finalement maintenant, qui est le développement personnel. Tu y es rentré par quel biais? Est-ce que tu as fait de la PNL en t'intéressant de la PNL et des approches très classiques comme la boîte à outils du coach classique? Ou ça a plutôt été dans des chemins de traverse? On a donné un peu d'indice tantôt quand on a parlé du tantra. En tant que bon Gémeaux, je suis une baroudeuse. J'utilise la brousse pour y aller plutôt J'aime bien ta métaphore. Je prends le chemin de la brousse le plus compliqué et j'y vais avec ma machette et j'y vais. Et surtout, je fais confiance. Sinon, je suis tétanisée. Tu as osé faire un podcast. Parce que tu avais déjà fait avec le client, mais là, c'était un contexte qui te mettait en confort. Celui-ci, tu étais dans l'inconfort, tu me l'as avoué. Ah oui, je suis complètement dans l'inconfort. Mais là, je me sens vraiment bien. C'est vrai? Oui. Ça marche alors? Oui, ça marche. Ok, c'est ça cool. marche, Je t'avais fait la promesse. Je cherchais à me former. Je ne savais pas dans quoi. Et donc, je questionnais mes copines à gauche, à droite. Et il y en a une qui m'a dit, il y a une super formation qui dure 2 ans. C'est sur Louvain-la-Neuve. C'est pluridisciplinaire. Tu vas toucher à plein d'outils différents. Et donc, je me suis inscrite les yeux fermés dans cette formation. Je voulais toucher un peu à tous les outils. Donc, il y avait de la PNL, des méditations, il y avait quoi d'autre encore? C'était pas figé sur du classique, c'était assez large d'esprit. Absolument. Et ça donnait une certification quelconque ou Oui, absolument oui. pas? Oui. Bon, pas reconnue.
J'ai fait cette formation qui m'a complètement bluffée, en fait. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé? C'est de découvrir les potentiels? Je pensais que ça allait m'aider pour accompagner des gens, mais en fait, je me suis aperçue que ça m'aidait beaucoup plus, moi, à me connaître pour avoir, à un moment donné, la légitimité de pouvoir accompagner. Mais je n'étais qu'au début du parcours, donc Si on ne se connaît pas soi, comment on peut prétendre aider les autres? c'est aussi un autre grand sujet où j'ai appris que je pouvais accepter les failles chez mon coach parce qu'il reste humain aussi. Et ça a été pour moi beaucoup plus tard, j'ai envie de dire 15 ans plus tard, où j'ai vu vraiment mon coach. Pour moi, c'était le Seigneur sur terre et qui a craqué, en fait. Il a craqué littéralement devant 60 personnes. Et en fait, moi, ça m'a soulagée de ne plus me mettre une pression que je dois être tip-top, impeccable pour pouvoir accompagner quelqu'un. Tu n'es pas tenue à être parfaite. Non, 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 non. J'ai envie de dire, personne n'est tenu à être parfait, donc voilà. J'ai mes failles, je les ai encore, j'ai mes ombres, j'ai ma lumière, et Et ça fait partie de toi. absolument, je suis très attentive, oui, dans mon coaching à ce jour, dans mon accompagnement, de voir qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, est-ce que je ne parle pas plutôt pour l'autre, enfin, je suis très, très attentive à cette écologie entre nous deux, en l'occurrence, quand Et la distanciation nécessaire Bien aussi. sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. J'ai retenu la douceur, la lenteur, j'ai retenu oser. Oser, oui. On va parler de ce qui te donne de l'énergie. Ça te permet de te ressourcer, mais tu veux aussi apporter les choses aux gens. Donc tu les accompagnes comment maintenant? Comment tu te présentes? C'est très difficile comment est-ce que je me présente. J'ai envie de dire que je fais de l'accompagnement, oui, thérapeutique, psychocorporel. Parce que après avoir bien étudié, après avoir suivi des séminaires, après avoir fait de la psychanalyse aussi, je me suis dit, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et donc je suis arrivée au corps. Et donc je suis arrivée au corps comment? D'abord par la danse, comment est-ce que mon corps bouge au travers de la musique, et puis au massage, et puis alors là, le massage est devenu, ça a explosé, tous mes neurones ont explosé à ce moment-là. Je trouvais ça vraiment très intéressant d'associer le mental, le cerveau avec toute la partie du corps, en fait. Que je trouvais que dans les psychanalyses classiques, enfin classiques, il n'y en a pas tellement, mais voilà, en psychanalyse, les grands maîtres, on va dire, il y avait cette notion du corps qui n'était pas reprise vraiment dans leur travail. Bref, je suis arrivée dans le monde du massage, d'abord par du massage énergétique, et puis du massage assis, et puis je suis arrivée dans le monde du tantra, en fait. Et donc là, ça a été une révolution pour moi, parce que je me suis dit, c'est juste incroyable. Olivier Margerand est un sexologue qui fait des podcasts sur le tantra avec le Lovell Center, entre autres, dans son podcast Entre nous. Allez les écouter, c'est intéressant, vous allez apprendre plein de choses, on va pas dire tout ce qui a été dit. Mais ici, on insiste bien, on n'est pas dans une secte, on n'est pas dans les préjugés sur le tantra, on est vraiment dans une recherche spirituelle. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que tu as ouvert ton esprit à prendre en considération ton développement personnel. Pas seulement la tête, mais aussi le corps, le spirituel. C'est un triptyque. C'est un triptyque, oui, tout à fait. Je suis arrivée dans ce milieu-là où, bon, effectivement, on ne touchait pas au corps, il n'y avait pas de question de massage. Et en même temps, c'était beaucoup lire des textes, des mantras, travailler sur la respiration. Ça a été vraiment pour moi un élément hyper important de travailler sur la respiration. Et c'est là que j'ai trouvé, dans cette famille, si je puis dire, cette connexion avec la tête, le cœur, le corps, l'esprit et les énergies. Pour moi, ça a été un moteur. C'est comme si je remettais l'élément qui me manquait. Et donc, j'ai pu voir, moi, que il y avait toute une partie de moi dans le corps qui sommeillait, qui dormait, qui n'était pas... La tête fonctionne très bien, mais j'étais complètement à côté de mes pompes. C'est en bougeant le corps, en allant voir un peu ses émotions, en le fatiguant, en allant chercher le deuxième souffle, le troisième souffle, de voir qu'en fait, tout était illusion. Tout autour de nous était illusion. La fatigue, le mental, les peurs. J'ai découvert ce corps dans lequel, en fait, j'habitais, mais sans m'en rendre vraiment compte. Et alors, à ce moment-là, il y a un monde énergétique qui a commencé à se mettre en mouvement. C'est là que j'ai pu aussi encore revoir plus mes ombres et ma lumière, mon enfer, mon paradis. Comment gérer cette masse d'énergie, cette espèce de bombe qu'on a en nous, qui, pour moi, le système nous étouffe, qu'on colmate partout. Voilà, où on nous infantilise dans un système pas possible. Et donc, je me suis dit, OK, Françoise, tu es une baroudeuse, vas-y, expérimente. Je suis partie dans ce monde des énergies.
toutes sortes, parce que dans le corps, quand on y descend comme ça, il y a ce monde énergétique qui est là, qui crie en nous, qui dit « Oh, je suis là, j'existe. Voilà, expérimente-moi, viens à ma rencontre. » Et alors, pour moi, ça a été un choc, ça a été un tsunami. Et c'est pas fini. Les surprises continuent parce que maintenant, tu découvres que l'onde de la voix, que les sonorités intègrent aussi quelque chose. Et récemment, et c'est pour ça que tu m'as appelé, et c'est pour ça qu'on s'est parlé et qu'on a fini par faire ce podcast, tu m'as appelé, tu m'as dit « Il m'arrive un truc incroyable. Ouais. Il y a une de mes patientes qui me dit que ma voix la rassure. Mais la rassure. Elle m'incite à faire un podcast. » Et c'est comme ça que tu m'as contacté en me disant « Tiens, tu pourrais m'apprendre et me dire un peu ce qui se cache derrière, donc on va le faire. » Et je t'ai dit, première chose, écoute-en. Deuxième chose, participe à des podcasts. Tu l'as fait qu'Olivier t'en refait avec moi maintenant avec une autre approche. Et vis l'expérience et vis l'aventure. Et puis après, on ira voir et écouter ce qui se passe derrière avant de te décider. Mais c'est interpellant, pourquoi ? Parce que j'ai toujours prôné, moi, que dans l'approche de coaching, la voix est un moteur super puissant. Si on peut aujourd'hui faire attention à ce qui se passe quand tu reçois, tu peux me parler honnêtement et transparent, si je me trompe, dis-le. Mais je pense que quand tu es coach et que tu reçois quelqu'un en détresse la première fois, son vocabulaire est imprégné de son histoire et de sa détresse. Chaque mot qu'il choisit a un rôle, une importance. Je me dis, si je t'enregistre à l'instant A, et qu'on attend, et que tu progresses, et que tu évolues, et que tu te réécoutes, et que tu te réenregistres 6 mois plus tard, et que tu découvres, parce que si tu réécoutes entre-temps, tu fais de l'ancrage et c'est pas bon, et si tu découvres les mots qui ont changé dans ton vocabulaire, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on change les mots dans son vocabulaire, ça s'immisce dans ton quotidien, ça vient subtilement, ça s'installe. C'est une pensée négative qui s'illustre par un mot, un deuxième, un troisième. On finit par des phrases négatives, par une vision négative. Et on rentre dans un process. Et moi, ce que je prône, et c'est pour ça que je t'ai parlé, c'est de dire, tiens, et si on mettait ça au micro et si on se réécoute quand Absolument. on progresse, imagine l'énergie et la puissance que ça peut dégager de se dire, waouh, je me reconnais plus, j'ai changé, la voix est le premier symptôme. Les mots sont les premiers symptômes Écoute, le son, la voix précède l'image. Hein. aussi. C'est fabuleux. Toute la création du monde, il y a d'abord eu cette explosion et puis après, il y a eu le monde, il y a eu les étoiles, il y a tout l'univers. Dans les médecines classiques et les parcours classiques professionnels, on oublie trop et on met trop de côté les émotions. On l'a déjà dit dans pas mal de podcasts sur les ressources humaines. On a toujours cette mauvaise habitude de faire le split entre vie privée et vie professionnelle au boulot, alors que c'est faux. On sait tous que les deux se mélangent. On ne tient pas compte dans les médecines classiques qu'en fait, on devrait avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. Un corps, ce n'est pas qu'un organe. C'est la pensée, c'est l'environnement de vie, c'est un contexte familial, c'est des émotions, c'est les tripes. Les tripes, c'est ça en fait. Et les 5 sens aussi. Ouais. Le sens de la voix est énorme. Et je pense effectivement que la voix devient ma voix, en fait, vraiment. J'ai vécu une situation il y a quelques mois où j'ai participé, de nouveau par hasard, à un week-end de chant chamanique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais y aller. Et en fait, la personne qui animait ce stage, c'est à l'étranger, elle est venue chercher chez moi cette puissance de la voix à prendre ma place au milieu d'un groupe de femmes à faire du yogourt. Et en fait, ça m'a donné un ancrage, une espèce de force en moi, une puissance qu'elle-même m'a dit, mais Françoise, mais c'est quoi que tu me sors là, quoi ? De retour en Belgique, j'ai cherché un cours de chant. Un cours de chant où on apprend les chants primaires, les sons primaires. Donc, j'ai trouvé ça juste incroyable d'exercer sa voix. Et puis, j'ai laissé un peu dormir parce qu'il y a eu tous les congés, etc. Et puis cette patiente. Et puis, cette patiente est arrivée et elle m'a dit, tu sais, quand je suis en stress chez moi et que je peux calmer mon stress quand je pense à toi et au silence que tu mets entre chaque mot. Moi, je suis restée là, je suis restée complètement bluffée, en fait. Et on précise qu'elle est néerlandophone. Et elle est néerlandophone. Et alors, elle m'a dit, tu peux pas savoir comme ça me fait du bien quand je pense à ta voix. Et alors là, je me suis dit, bon, là, il se passe quelque chose. Je reçois un signe de nouveau, il se passe quelque chose. Je peux pas ne pas répondre à ce qu'elle me dit, que seulement en dodelinant de la tête, mais en disant, ok, là, il se passe quelque chose. Et ça correspond au moment où on fait connaissance et on se croise. Et voilà, les signes sont là, et c'est ça qui rend la vie amusante et fascinante et passionnante. Je me dis, on vit qu'une fois, notre passage sur Terre est quand même très, 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 très court. Il faut en profiter. Et en profiter, Et il n'y a pas de honte à en profiter. mais non, expérimenter. Ouais. Il faut un mot-clé, expérimenter, voilà, y aller, il y aura toujours quelqu'un. Je t'ai écouté, je suis auditeur ou auditrice, et je me dis, j'aime bien son approche, j'aime bien sa lenteur, sa douceur, ses espaces, sa voix.
son approche générale, elle me parle. J'ai envie de faire appel à toi en tant que coach. Comment est-ce que je te contacte, Françoise? Je suis très peu, en fait, sur la toile. On mettra ton adresse email dans le texte du podcast. Comme ça, si les gens veulent faire appel à tes services, ils peuvent te contacter. Super. Si je peux aider vraiment, accompagner, écouter, rassurer, se dire que tout va bien, en fait. Tout va toujours bien. Et donc, on arrive chez moi par oui dire, quelqu'un a entendu parler de toi. Une entrepreneuse à l'ancienne. Très à l'ancienne, oui, je suis vraiment... Tu ne dépenses pas au moins des milliers dans des publicités Facebook et LinkedIn. 0. Tes leads, c'est le bouche à oreille. Oui. Ça marche et tu payes tes factures et tu t'en sors très bien. Voilà. Donc comme quoi, les modèles ne sont pas tous absolument digitaux. Je suis bien consciente qu'il faut que j'avance aussi dans ce monde parce que des fois, quand je demande quelque chose à mes enfants, alors ils me disent, mais enfin maman, franchement, il faudrait que tu t'y mettes. Ben non, je n'y arrive pas pour le moment. C'est juste là, mon truc à moi, j'y arrive pas. Mais c'est dual. Hein. Mais oui. Il y a un besoin et une demande d'un côté, mais d'un autre côté, c'est aussi l'appel de l'esprit. Tu n'as pas de charge mentale du digital. Ah non, mais sinon Parce que moi, je parle de charge mentale du digital, ça existe. Moi, j'ai des amis, ça leur prend un temps de dingue de se mettre sur la toile, de faire des vidéos, des ci, des là. Je vais te demander, avec ta vie, ton expérience, les relations que tu as autour de toi, comment est-ce que tu vois, toi, ce métier de RH? C'est quoi un bon RH pour toi? Quelqu'un qui stimule et qui soutient son équipe, qui l'écoute, qui voit au-delà de l'apparence. Comment est-ce qu'elle parle, justement? Est-ce qu'elle bégaye? Comment est sa gestuelle? Est-ce qu'elle est à l'aise, il ou elle? Mais vraiment... Qui s'intéresse à l'humain en profondeur, en gros. Oh mon Dieu, oui, ce n'est pas un robot qui s'intéresse profondément à l'humain. Et après, l'RH doit avoir une posture, une stature et un ancrage très fort pour pouvoir diriger son entreprise. Ça, j'entends bien, ça ne doit pas du tout être facile. Mais se souvenir que, allez, j'ai envie de dire, en face d'elle ou de lui, il y a un humain qui a été d'abord un jeune adulte, un ado, un enfant, un bébé, et des rêves, et voilà, et qui a une sensibilité et qui a aussi une souffrance là derrière. T'accompagnes dans l'entreprise? J'aimerais bien le faire. T'aimerais bien. Bon, J'aimerais beaucoup. On dit aux RH qui nous écoutent, ayez un peu une approche ouverte d'esprit une fois et tentez l'expérience avec Françoise. Vous seriez positivement surpris. Moi, je peux vous le confirmer. La deuxième question, c'est un effet waouh. C'est un endroit où tu te rends, pour une raison professionnelle, privée. Tu rentres dans un lieu et tu te dis waouh, waouh, waouh. Ici, il s'est passé quelque chose. On a mis en place des choses pour que les gens s'y sentent bien. Limite, tu as envie d'y travailler. Est-ce que tu as connu un tel effet? Si oui, lequel? Si pas, c'est pas grave. Mais alors, donne-moi une idée de qu'est-ce qui ferait naître en toi ce petit effet waouh. Ça peut être un lieu, ça peut être des gens, ça peut être une circonstance. C'est très curieux, mais dans des endroits de vacances, ou je sais pas, à l'hôtel ou quoi, ça reste quand même aussi une entreprise qui doit faire du business, de l'argent, etc. Je suis arrivée un jour dans un hôtel au Japon, en fait, et le personnel de cet hôtel, quand on est arrivé, c'était juste inimaginable parce qu'ils connaissaient le prénom de mon fils, de ma fille, du papa de mes enfants, de moi-même. Ils nous ont salués avec les mains jointes sur le cœur. On avait un casier prêt avec notre nom pour mettre nos chaussures pour rentrer à pieds nus dans cet hôtel. On est arrivé avec des coupes de thé magnifiques. Et je me suis dit, mon Dieu, là, je me sens, j'existe à 7000 ou 8000 kilomètres de la Belgique. J'existe pour ces gens-là. Alors, ok, c'est le temps de l'arrivée, ok. Mais néanmoins... Le fait d'y avoir pensé, d'avoir mis ça en place, c'est magnifique. Là, je me dis, mais c'est juste fabuleux. Donc, voilà, t'as un effet waouh. Oui, fabuleux. Ça, c'est juste magnifique, quoi. Alors, dernière question maintenant. Pour tous ces DRH qui nous écoutent et ces patrons d'entreprise qui sont en recherche parfois d'inspiration, t'auras envie de leur dire quoi comme message? Qu'ils osent à se lâcher, à oser être eux-mêmes, à s'exprimer, à dire ce qu'ils ont sur le cœur, au sein de leur famille, avec un collègue, voilà, où ils ont un truc lourd sur le cœur, mais qu'ils osent, qu'ils parlent, qu'ils fassent sortir le son de leur voix, parce qu'ils ont aussi des peurs, des angoisses, du stress, mais il faut pouvoir lâcher ça pour pouvoir être plus en lien avec l'autre, avec leur personnel, leur employé. Mais c'est oser exprimer, en fait. Et ne pas avoir peur de se rendre ridicule. Super. Voilà, le ridicule ne tue pas. Très beau message. Merci beaucoup Françoise pour ce temps que tu m'as octroyé, ce partage. Merci Michel. J'invite les auditeurs et auditrices à te laisser un message vocal. Ils peuvent le faire, donc il y a un lien dans le texte du podcast. Ils cliquent dessus, ils autorisent le micro, ils parlent, ils peuvent se réécouter avant d'envoyer. Ils peuvent te laisser un message de gratitude, une question ou simplement te contacter par ce biais. Et s'ils nous disent qu'on peut partager, on le fera sur les réseaux sociaux quand on partagera le podcast. Si pas, je te l'enverrai en privé, tu pourras les écouter. Super, merci beaucoup Michel. À très bientôt et merci pour votre attention à tous et à toutes. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous
les épisodes sur le site whatsyourstory.be.